bien sûr, mais l'électromagnétisme, etc. Donc la thermo, on la démarre tout de suite. Alors j'ai préparé des petits rappels de cours éventuellement. Vous direz comment vous voulez qu'on procède. Donc on a genre 3 séances pour faire toute la thermo. Bon, on en prendra peut-être 4, mais enfin il faut... Ouais, grosso modo, il faut essayer de faire très vite. Bon, on va voir s'il faut vraiment plus, on fera plus. C'est pas un domaine de la physique très compliqué. C'est parfois un petit peu difficile de jongler avec les variables d'état. Mais je pense que vous êtes habitués à ça en chimie. Vous utilisez beaucoup les enthalpies libres, les énergies libres, toutes ces choses-là. Je ne vais pas trop rentrer dans ces choses-là, justement. Je vais essayer de formuler quelques généralités sur la thermodynamique, parler un peu du contexte et bon, on fera les démonstrations nécessaires. Je vous ai préparé des feuilles d'exo, là, un petit peu. Alors, je vous les passe tout de suite. Bon, je vous laisse les passer. Donc, il y a 2 feuilles. Je vous laisse, vous les passer. Qu'est-ce que vous savez de la thermodynamique? Et qu'est-ce que... Premier et deuxième principe, ouais. Il y a 2 thermos. Il y a 2 thermos? C'est-à-dire? Celle qui est statistique. Oh. Oui, il y a la physique statistique. Celle qui est micro et celle qui est macro. Ah, micro et macro. Alors, physique statistique. Alors, bon, c'est pas 2 thermos, mais effectivement, on a développé la théorie de la chaleur et de ses rapports avec les mouvements. C'est ça que veut dire le mot thermodynamique. On a développé cette théorie historiquement avant de comprendre vraiment qu'est-ce qu'était la chaleur. On a été amené dans le développement de la thermodynamique à introduire une fonction d'état totalement inconnue auparavant. C'est une découverte vraiment majeure qui s'appelle l'entropie. Donc je le mets en face du deuxième principe ici, dont on a compris ce dont il s'agissait que bien plus tard, lorsqu'on a fait la physique statistique. L'étude statistique d'un système avec un grand nombre de constituants permet de comprendre la thermodynamique. Et donc, c'est souvent un peu difficile quand on introduit la thermodynamique à partir des grandeurs, des fonctions d'état qu'on trouve en chimie, etc. C'est toujours un peu difficile de comprendre vraiment ce qu'on fait parce que vraiment le fond la nature du problème a été élucidée seulement à la fin du XIXe siècle, lorsque Boltzmann a découvert ce qu'était vraiment l'entropie et ce qu'était la température aussi. Alors, thermodynamique, dans thermodynamique, il y a thermo. Thermos, en grec, ça veut dire chaud. Dynamique, c'est évidemment l'étude des mouvements associés aux forces. Donc, l'idée de cette étude, c'est de comprendre comment la chaleur peut générer des mouvements ou l'inverse. Et le problème, un des problèmes importants, c'est qu'il y a une confusion sur le mot chaleur. Un corps chaud, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un corps est chaud? Pardon? Les molécules qui constituent ce corps sont... Alors ça veut dire que les molécules qui le composent sont en mouvement. Oui. Oui. Il y a de ça. Oui, c'est vrai. Et un corps qui est plus chaud, du coup, a plus de mouvement, quoi, c'est ça? Oui. En fait, il y a une confusion entre la notion de chaleur et la notion de température.
Avant qu'on comprenne vraiment ce que c'est que la chaleur et ce que c'est que la température, ces mots étaient employés de façon pas très rigoureuse. En fait, dans le langage commun, on emploie ces mots de façon un petit peu interchangeable, alors que ça n'a rien à voir. Et en particulier, dire qu'un corps est chaud, ça ne veut rien dire. En physique, il ne faut absolument pas employer ce genre de langage. Quand on dit qu'un corps est chaud, ce qu'on veut dire, c'est que sa température est élevée. Mais un corps chaud, donc, ok, on peut prendre ça comme définition. Un corps chaud est un corps qui a une température élevée. Mais à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec la chaleur. La chaleur n'est pas une propriété des corps. On ne peut pas dire qu'un corps contient une certaine chaleur. Ça ne veut strictement rien dire. Par contre, on peut dire qu'un corps a une certaine température. Alors, on va préciser un peu tout ça, mais il y a une ambiguïté profonde dans la thermodynamique liée au langage ordinaire qui vient du fait que chaleur et température, ça n'a rien à voir. Alors, la chaleur, c'est toujours une énergie échangée. C'est une énergie qui est échangée sous une forme un peu spéciale, désordonnée, on y reviendra. Et la température, c'est effectivement une caractéristique des corps. La température, je vais le noter explicitement, c'est une variable qui est donc caractéristique de l'état d'équilibre des corps, de l'état d'équilibre thermodynamique des corps. Un corps qui est à l'équilibre thermodynamique a une température bien définie. Et pour qu'un corps ait une température bien définie, il faut qu'il soit à l'équilibre thermodynamique. Il faut donc définir l'équilibre thermodynamique. Alors, oui, première chose, donc dire que c'est une caractéristique d'un état thermodynamique des corps, ça veut dire que si vous avez un corps à l'équilibre, donc je reviendrai après sur qu'est-ce que ça veut dire état d'équilibre thermodynamique, et avant ça, il faudra même parler de ce que c'est qu'un état thermodynamique. Si vous avez un corps qui a une certaine température, T1, donc je dis que c'est caractéristique de son état d'équilibre. Si vous avez un autre corps, qui est lui-même à l'équilibre thermodynamique, donc il a une certaine température lui aussi, si c'est une caractéristique de son état d'équilibre. Si je considère maintenant le système constitué par les deux corps, par les deux sous-systèmes qui chacun sont à l'équilibre thermodynamique. Si ce système constitué des deux ensemble est lui-même à l'équilibre thermodynamique, alors, puisque la température est une caractéristique de cet état d'équilibre, le système global doit être caractérisé par une température également. Et par conséquent, pour que le système constitué de deux corps soit à l'équilibre thermodynamique, il faut qu'ils aient la même température. Sinon, ça voudrait dire que le corps le système qui est composé des deux corps n'a pas une température caractéristique. Si deux parties, deux sous-parties, deux sous-systèmes avaient des températures différentes, alors ils ne seraient pas caractérisés par une température. Or, la température est censée caractériser l'état d'équilibre. Par conséquent, deux corps à l'équilibre thermodynamique, si on accepte ceci, que la température est une caractéristique de l'état d'équilibre, deux corps en équilibre thermodynamique doivent avoir la même température. Et ça, c'est en fait ce qu'on appelle le principe zéro de la thermodynamique. Donc il y a le premier principe et le deuxième principe, mais il y a aussi le principe zéro. Si A et B sont en équilibre, chacun individuellement et l'un avec l'autre, alors TA égale TB. Ou bien si A est en équilibre avec un certain réservoir, c'est-à-dire si A est en équilibre avec C et que B est en équilibre avec C, alors
A a la même température que C, B a la même température que C, et donc A a la même température que B. Ça, c'est le principe zéro de la thermodynamique, et en fait, c'est la condition de définition, c'est la condition d'existence d'une grandeur appelée température. Ça, c'est un constat. L'équilibre thermodynamique est caractérisé par une température donnée, mais qu'est-ce que la température? Jusqu'à bien plus tard, bien après l'introduction de la notion de température, on n'en avait pas la moindre idée. C'est juste une caractéristique et on constate qu'effectivement, deux corps qui ont des températures différentes, quand vous les mettez en contact, ils vont égaliser leur température. Mais comment mesurer cette température? Eh bien parce qu'on a remarqué que cette notion intuitive un peu vague de la température était associée à des phénomènes physiques, par exemple la dilatation du mercure. Et donc on peut mesurer la température d'un corps en regardant en lisant sur un thermomètre, en regardant la variation du niveau de mercure dans un tube. Enfin bref, vous connaissez le thermomètre à mercure. Mais il y a d'autres grandeurs physiques qui dépendent de la température. Donc en fait, on a cette idée de température parce qu'on est capable de la mesurer, et on la mesure parce qu'on la relie à d'autres phénomènes observables, et on constate qu'effectivement, donc si on mesure la température avec par exemple un thermomètre dans certains bacs de liquide et puis dans un autre, on s'aperçoit que s'ils n'ont pas la même température et qu'on les mélange, au bout d'un moment, l'équilibre s'établit et ils ont la même température. Donc on peut manipuler cette grandeur température sans savoir ce que c'est en fait, puisqu'on sait la mesurer via la dépendance de certains phénomènes physiques en la température, c'est-à-dire en l'état d'équilibre d'un système. Bien, alors, qu'est-ce que donc un état thermodynamique? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il s'agit... je vais noter là. État thermodynamique. L'idée, c'est que quand vous intéressez à un système avec énormément de constituants, par exemple le gaz dans cette pièce, son état, c'est-à-dire l'état de chacun de ses constituants, est très difficile à connaître. Et surtout, il bouge tout le temps. Et surtout, on n'en a rien à faire. C'est-à-dire, connaître la position de chaque particule dans cette pièce, connaître la vitesse de chaque particule, connaître la masse exacte de chaque particule, connaître tout de l'état réel microscopique de chacun des constituants, non seulement c'est impossible en fait, mais c'est complètement inutile. Le point clé est là. En fait, un système a un grand nombre de constituants. Alors typiquement, l'ordre de grandeur de ce nombre, c'est le nombre d'Avogadro. Vous connaissez tous ce nombre. Le nombre de constituants dans une mole, 6, 10, 23, 6,0, 2, 3, 10, 23. Un système à un grand nombre de constituants va se manifester à notre échelle à travers les actions qu'il peut avoir sur son environnement. Quelles actions il peut avoir sur son environnement? Il peut exercer une force, exercer ou subir des forces. Il peut induire un effet énergétique, donc échanger de l'énergie. Son effet sur l'environnement, ça peut être aussi bien sûr simplement d'occuper un certain volume dans l'espace. Et puis c'est essentiellement tout, en fait. Un système, ce qu'il est à l'intérieur, c'est une chose, mais la manière dont vous interagissez avec le système, c'est soit ce que vous voulez connaître, c'est comment il peut influer sur l'environnement.
Donc il peut exercer des forces. Alors là, par exemple, vous avez la pression. Bon, il y a aussi sa masse, évidemment. Si vous posez un système sur un corps, eh bien, il va exercer une force dessus, et simplement son poids. Donc, si vous connaissez... Donc la pression, on va revenir dessus, bien sûr. Donc, un système peut exercer des forces sur l'environnement, et ça, vous avez besoin de connaître ces forces. Mais le point clé, c'est que quand vous avez un système d'un grand nombre de constituants, la force que le système, par exemple la force de pression que le système va exercer, le gaz dans cette pièce exerce sur le tableau, ne dépend absolument pas de l'état exact de chacune des particules qui sont dans la pièce. Si cette molécule qui est là, elle est déjà partie d'ailleurs, en fait elle n'était pas là, elle était là, et si au lieu d'avoir une vitesse par là, elle avait une vitesse par là, ça ne changerait rien du tout. Parce que globalement, si vous faites la moyenne de tout ce qui se passe sur tous les constituants de la pièce, en fait, c'est la même pression, ça va exercer la même force en moyenne sur le tableau, par exemple. Donc tout ce qui compte quand vous étudiez un système avec un grand nombre de constituants, c'est quels sont ses effets sur l'environnement. Alors donc, quelle force il peut exercer, voilà. Quelle énergie il peut échanger. Et alors là, il va y avoir justement la notion de température. Donc la notion de température est liée quand même à la notion de chaleur, c'est pas trop, mais d'une façon qu'on va préciser. Bien sûr, il occupe un certain volume, ça c'est sûr que ça a un effet sur l'environnement. Si le corps est petit ou grand, ça modifie ce que les autres corps peuvent faire à côté, etc. Donc là, c'est la notion de volume. Et puis, essentiellement, c'est tout ce que vous voulez savoir pour savoir comment le corps va se comporter vis-à-vis de son environnement. Ah, on peut ajouter aussi, éventuellement, le corps peut échanger de la matière avec l'environnement. Donc, par exemple, vous voulez connaître la concentration de... Là, je le note CI, je ne sais pas comment vous le notez en chimie, la concentration de tel ou tel constituant lui, vous notez comme ça. Donc voilà quelques paramètres qui caractérisent effectivement la manière dont le corps va se comporter, dont il va interagir avec son environnement, mais essentiellement c'est tout en fait. Donc un très petit nombre de paramètres, de variables, vont entièrement caractériser l'état du système vis-à-vis de ses interactions avec l'environnement. Ce que le système est en lui-même peut varier considérablement sans que ni sa pression, ni sa température, ni son volume, c'est un peu différent, alors on va distinguer les variables extensives et intensives, ne changent. D'accord ? Et en fait, l'idée, pourquoi on ne s'intéresse qu'à ces grandeurs globales, c'est parce que, en fait, à notre échelle, on ne voit pas la différence entre l'état du gaz maintenant et l'état du gaz il y a 2 secondes. Pour nous, c'est exactement pareil. Il interagit de la même façon avec son environnement. Il a la même température, donc il est capable de donner lieu au même type de flux de chaleur. Il a la même pression, donc il interagit, enfin, il produit le même type de force. Il occupe le même volume, donc il n'est pas en train de pousser des choses, ou voilà. Donc, un système à grand nombre de corps, macroscopiquement, aura la même action pour plein d'états microscopiques complètement différents. Et le nombre d'états microscopiques qui correspondent au même état macroscopique, c'est-à-dire au même type d'interaction ou de potentialité d'interaction avec l'environnement, c'est précisément ça qu'on appelle l'entropie. Enfin, c'est relié à l'entropie. Mais ça, on l'a compris bien plus tard. On l'a compris donc grâce à Boltzmann. Je ne sais pas où l'écrire. Un grand nombre d'états microscopiques, je note comme ça, microscopiques, correspondent au même état macroscopique, je le note avec un grand M. C'est-à-dire que tous ces états microscopiques seront indistinguables à notre échelle, c'est-à-dire seront indistinguables
du point de vue de l'interaction de ce système avec l'environnement. Alors quand je dis un grand nombre d'états, ici, c'est un très très grand nombre d'états. Il faudrait que j'en écrive jusqu'à New York, les traits. 10 puissance 23 constituants, c'est absolument colossal. Et chacun de ces constituants a sa propre vitesse, sa propre position. Il est évident que c'est impossible à suivre, et encore une fois, c'est totalement inutile, parce que ça ne changera, enfin, de très nombreux états complètement différents à l'échelle microscopique ont en fait exactement le même comportement à l'échelle macroscopique, pourvu qu'un petit nombre de variables soit spécifié, l'interaction du système avec son environnement sera connue et déterminée. Bien. Donc, ce qu'on appelle l'état thermodynamique d'un système, c'est en fait son état vis-à-vis des échanges avec l'extérieur, ou des interactions avec l'extérieur, et donc c'est caractérisé par la donnée d'un petit nombre de variables d'état. Donc l'état thermodynamique, ici, est caractérisé par un petit nombre de variables, alors qu'on appelle variables d'état, parce que justement, c'est elles qui définissent l'état du système. Toutes ces variables ne sont pas indépendantes, comme vous le savez. Par exemple, dans un gaz parfait, la pression, la température et le volume ne sont pas indépendants, ils sont liés par une équation d'état. Et donc, le plus petit nombre de variables d'état qu'il faut se donner pour définir l'état d'un système, c'est-à-dire les autres peuvent être déduits de ce petit nombre, s'appelle la variance d'un système. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, sans doute en chimie, non? Oui. Donc la variance d'un système, c'est le nombre minimal de variables d'état nécessaire pour caractériser un état de thermodynamique. Ok. Alors on la note souvent en V. Peut-être que vous connaissez la formule de Gibbs, là, ou Gibbs, non, qui donne si vous avez un corps sous plusieurs phases ou plusieurs corps. Ouais. Comment vous la notez? N plus 2 moins phi, C plus 2 moins phi, N moins phi comme ça? Ouais. Non? Vous le notez comment? L'autre truc, on ne l'a pas ici parce qu'en fait, on n'a pas d'équation complète ici. Moins K? Les deux. Le nombre d'équilibre et... En tout cas, ça c'est le nombre de phases. D'accord. C'est le nombre de relations. Et ça, c'est le nombre de corps. Enfin, nombre de constituants. Nombre de constituants, en fait. Bref. Vous connaissez. Alors, c'est pas totalement universel, ça. Il y a des exceptions, mais enfin, ça marche dans un très grand nombre de cas. Donc, typiquement, pour un corps pur dans une phase, par exemple un gaz, eh bien, vous avez ici 1, ici 1, et vous voyez qu'en fait, la variance, c'est 2 pour un corps pur sous une phase. Donc exemple, vraiment l'exemple méga typique de la thermodynamique, un gaz. Et donc un gaz qui a... Alors un gaz a plusieurs variables d'état, donc une variable V, son volume évidemment définit son état. Deux gaz qui n'occupent pas le même volume ne peuvent pas être dans le même état, ça c'est sûr. La température bien sûr, et puis la pression. D'accord ? Mais sur ces trois variables, en fait, il n'y en a que deux indépendantes. Et il y a effectivement une fonction d'état. Donc, il y a une certaine fonction
qui relie ces trois paramètres, qui ne sont donc pas indépendants. Enfin, pardon, j'ai dit fonction d'état, excusez-moi, je vais dire équation d'état. C'est ce qu'on appelle l'équation d'état du système. L'équation d'état du système, c'est une fonction de ces variables d'état qui les relie entre elles. Quelle que soit la forme de ce lien entre les variables d'état, peut toujours être mis sur la forme f de l'ensemble des variables d'état égale 0, bien sûr. Dans le cas du gaz parfait, comme vous savez, PV égale nRT, vous pouvez le réécrire comme PV moins nRT égale 0. Donc ça, c'est une forme totalement générale pour une équation d'état. Donc, toujours pour le gaz, sur ces trois variables-là, on peut rajouter n, d'ailleurs, si c'est un système qui peut échanger la matière avec l'extérieur, mais même pour un gaz, un nombre de constituants donnés, vous avez ces trois variables, clairement, qui sont évidemment très importantes, et il n'y en a que deux indépendantes. Si on en avait deux, la troisième se calcule via la fonction d'état. Donc ça peut être soit V et T, soit T et P, soit V et P. Donc on peut tout exprimer en fonction de ces couples de variables. Bon, vous avez l'habitude de ça, je pense. Et alors ce qu'on appelle fonction d'état, c'est une fonction des variables d'état. Tout simplement. C'est-à-dire que ça va être une fonction de V, T, P, un petit mot tout de suite. Donc, dans la mesure où les variables d'état caractérisent l'état du système, si les variables changent, l'état change. Et si l'état du système change, chaîne macroscopique, c'est parce que les variables d'état ont changé. Alors, si vous avez une certaine fonction d'état, je rappelle que ça veut dire c'est une fonction des variables d'état, tout simplement, hein, c'est vraiment très général, donc un peu abstrait, mais... Alors par exemple, f de P et V, voilà, dans le cas du gaz, enfin, dans le cas d'un gaz avec juste ces trois variables, liées par une fonction d'état, donc voilà deux variables indépendantes, lors d'une transformation, si P et V restent constants, c'est le même état, puisque ça caractérise entièrement le système. Donc lors d'une transformation, P peut changer, V peut changer. De combien va varier la fonction f, la fonction d'état? C'est très simple, hein, c'est la différentielle de cette fonction. Là j'ai pris l'exemple de P et V, vous pouvez mettre n'importe quelle variable d'état. Ça peut être un système qui dépend de 5 variables d'état, pourquoi pas. Ça se généralise évidemment très facilement. La variation de cette fonction d'état lors d'un petit changement dp et ou dv des variables d'état, c'est simplement la dérivée de f par rapport à p fois dp plus la dérivée de f par rapport à v fois dv. Il n'y a aucun mystère là-dedans, on appelle ça souvent différentiel total. C'est juste une différentielle. Enfin, ceci est totalement trivial. Vous avez une fonction de certaines variables. La variation, quand les variables changent, c'est évidemment comme ça. C'est la définition de la différentielle, mais de n'importe quelle fonction. Donc, je ne sais pas pourquoi on insiste en général pour dire différentiel total. Ah oui, alors vous savez que justement, dans ce genre de cas, la dérivée de ceci par rapport à V, c'est la dérivée de ceci par rapport à P. Vous savez ça? Oui. Je crois que justement, au niveau des mathématiques, on insiste avec le différentiel total pour la dérivée seconde, en fait, pas pour la... D'accord. C'est avec le théorème de Schwarz. Effectivement, d'accord. Bon. En tout cas, enfin, je ne sais pas ce que c'est qu'une différentielle pas totale, en fait. C'est ça le... Enfin, c'est très dangereux. Ça, cette écriture, c'est rien de spécial. Vous avez une fonction de certaines variables, elles dépendent de ces variables. Enfin, si les variables changent, ça bouge comme ça. C'est la définition de la dérivée partielle. N'importe quelle fonction mathématique s'écrit comme ça. Donc, enfin, juste, je veux vous communiquer ce petit rappel qu'il n'y a rien de spécial là-dedans. Mais c'est vrai qu'en thermo, on parle souvent de différentiel total, machin.
c'est juste une fonction d'état, une fonction de certaines variables, et par conséquent, sa différentielle, c'est-à-dire sa variation infinitésimale lors du changement infinitésimal de ces variables, eh bien, ça s'écrit comme ça, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a rien de particulier. Bref. OK. Oui, je voulais dire aussi un mot sur variable intensive, variable extensive. Je pense que vous connaissez ça. Hein. Variable extensive, c'est celles qui sont proportionnelles à la taille du système, donc la masse, le volume. Si vous prenez un système 2 fois plus grand, il y a 2 fois plus de volume et il y a une masse 2 fois plus grande. Tous les autres paramètres étant constants. Par contre, les variables intensives, c'est celles qui sont c'est les variables qui caractérisent l'état local d'un système, par exemple sa pression dans un système, ou sa température d'ailleurs. Hein, dans un système, en chaque point, vous avez une certaine pression, une certaine température. Ça ne dépend pas de la taille du système. Enfin, ou alors on peut changer l'état du système. Mais si vous ne changez pas l'état du système, ça ne dépend pas de sa taille. Bon, vous connaissez ça, hein, je pense. Bon. Donc je ne dis rien de plus là-dessus. Alors, dans la mesure, toujours dans le cas où on a ces 3 variables reliées par la fonction d'état, c'est vraiment un cas très commun dans les exercices et puis par la nature aussi, ça veut dire ça que V, T et P ne varient pas de façon indépendante. Et donc, par exemple, si vous fixez T et que P varie, alors la V va varier de façon bien déterminée. Alors, c'est comme ça qu'on introduit les coefficients, coefficients élastiques, la compressibilité isotherme, tous ces trucs-là. Vous avez revu ça aussi en chimie? Vous connaissez ça ou... Non, ça en a pas revu. Non? Alors, très rapidement, je vais redonner les définitions. Donc, par exemple, alors, le premier, ça va être le coefficient de dilatation à pression constante. Donc, comme son nom l'indique, le coefficient de dilatation à pression constante, alors on le note alpha, c'est 1 sur V dV sur dt à pression constante. Vous connaissez cette écriture familière, là, quand on met une barre et une lettre, là, ça veut dire qu'on calcule cette dérivée dans les circonstances où P est constante. Dans la mesure où V dépend, par exemple, ne serait-ce que sur le gaz parfait, vous voyez que V dépend de la température et de la pression. Par conséquent, pour dire comment dépend le volume de la température, ça dépend de ce qui se passe à la pression. Si vous multipliez par 2 la température et que vous ne touchez pas à la pression, alors le volume va être multiplié par 2. Mais si vous multipliez par 2 la température et que vous multipliez aussi par 2 la pression, eh bien le volume ne va pas changer. Donc la variation du volume par rapport à la température dépend de ce qui se passe par ailleurs sur la pression. Donc cette notation veut dire ceci est la variation du volume en fonction de la température, la variation relative du volume et de la température, lorsque P ne varie pas. C'est parfaitement bien défini. Et ça, donc, ça s'appelle le coefficient de dilatation à pression constante. Et chaque corps a un coefficient bien particulier qui peut dépendre en principe de la pression, de la température. Enfin, à chaque état du système, on peut définir ceci, mais ça ne veut pas du tout dire que alpha est une constante en fonction des variables d'état. Ça peut l'être sur une certaine plage, mais pas trop sur... Enfin, bref, ça va dépendre évidemment. Alors, le second coefficient qu'on introduit de façon assez courante, c'est le coefficient... Alors, je ne sais pas s'il a un autre nom, enfin bref, j'aime pas trop... S'il y a un autre nom, vaut mieux pas trop les connaître, parce que c'est la meilleure façon de s'y perdre. De toute façon, si on a besoin de ces coefficients, en général, ils seront rappelés. Donc, ce que c'est vraiment, c'est le coefficient d'augmentation de la pression à volume constant. Comment ça s'écrit ça? C'est donc augmentation de la pression à volume constant, donc c'est dP sur dt à volume constant, et on normalise par rapport à P pour avoir un coefficient d'augmentation relative de la pression. Donc ça, vous voyez, c'est ce nombre-là a pour dimension l'inverse d'une température.
celui-ci aussi. D'accord ? Et puis il y a un troisième assez classique, c'est le coefficient de compressibilité. Coefficient de compressibilité thermique, isotherme, pardon. Isotherme. C'est comment, à une température donnée, le corps se comprime, c'est-à-dire comment son volume réagit à une variation de pression. Et donc ça s'écrit, alors, dV sur dP, hein, donc, variation de volume qui fait suite à une variation de pression, à température fixée. Et, alors pareil, on le normalise, c'est la variation relative du volume, sauf qu'en fait, si vous êtes à température fixée, si vous augmentez la pression, le volume il va décroître. Donc pour avoir un nombre positif, on met un moins ici, c'est une convention, sinon, par analogie à cela, on pourrait avoir envie de ne pas mettre le moins, mais à ce moment-là, quitter sera toujours négatif, parce qu'évidemment, quand vous comprimez un corps sans changer rien d'autre, il va avoir un volume plus petit. Donc plutôt que d'avoir un coefficient de compressibilité isotherme qui est systématiquement négatif, eh ben, on prend moins de ça, et du coup, il est systématiquement positif. Hein, donc ces trois coefficients, en fait, sont positifs. Et du coup, l'unité, c'est le Pascal moins 1, c'est ça? Alors, voilà, l'unité de ça, c'est des Pascal moins 1, absolument. Alors, il y a une relation entre ces coefficients qui est très facile à déterminer, qui est alpha égale kt bêta p. Inutile de l'apprendre par cœur. Il faut juste savoir qu'il y a une relation qui existe, et ça se retrouve en une ligne à partir de l'existence d'une fonction d'état. Quelle que soit la fonction d'état, le fait qu'il y ait une fonction d'état, donc qui relie V, T et P, implique cette relation. Comment ? Bah, je dis que ça se faisait en une ligne, donc j'ai intérêt à y arriver en une ligne. J'écris que... Donc ça, c'est une fonction qui est constante. Donc sa différentielle, lorsque les trois grandeurs changent, c'est 0. Mais df, c'est quoi? C'est df sur dv, dv, plus df sur dp, dp, plus df sur dt, dt. Je n'ai pas mis dans le même ordre, mais peu importe. Voilà. Et ça, c'est 0. Donc vous avez des relations entre df sur dv, ap était constant, etc. Hein, donc là, c'est av et p constant, ici av et p constant. Et donc vous avez des relations entre les dérivées des fonctions les unes par rapport aux autres. Alors si vous écrivez, si f est une de ces fonctions-là, par exemple, prenez v, ben, vous avez des relations entre les dérivées partielles qui vous amènent à cette relation. Mais bon, je dirais à ce stade, peu importe, soit on vous donnera les choses, soit on vous les fera retrouver pas à pas. Ça ne vaut pas le coup de passer du temps à faire ces petits calculs qui n'apprennent rien sur le plan de la physique, mais vraiment rien. Et comme on n'a pas beaucoup de temps pour faire tout ce qu'on doit faire, je préfère pas m'appesantir là-dessus. Bien, alors, ceci étant posé, donc, on sait ce que c'est qu'un état thermodynamique. Il est caractérisé par un petit nombre de variables qui suffisent à déterminer entièrement comment le corps se comporte vis-à-vis de son environnement, comment il peut agir sur lui et comment il va réagir à une action sur lui. Et donc, un même état thermodynamique global correspond à un immense nombre d'états microscopiques distincts, et le nombre d'états microscopiques distincts qui correspondent au même état thermodynamique global est directement relié à l'entropie. En fait, l'entropie, c'est ça qu'a découvert Boltzmann lorsqu'il a développé la physique statistique, c'est que l'entropie, ce n'est rien d'autre que K fois KB, la constante de Boltzmann. Ça, c'est juste parce qu'on a des unités de température qui sont, qui sont débiles. Forcément, l'unité de température est forcément débile, c'est-à-dire a forcément aucun sens physique, puisqu'on a on a mesuré la température avant de savoir ce que c'était. Donc on a décidé qu'entre le point de fusion de la glace et le point d'ébullition de l'eau, eh bien, il y avait 100 degrés. Alors du coup, le degré, il vaut 1/100 de ça.
voilà, d'abord, si on était à une autre pression, si on était sur une planète avec une autre pression atmosphérique, bah, ce serait différent. Bref, le degré en lui-même, il ne veut rien dire. Si on avait su dès le début ce que c'était vraiment que la température, on ne se serait pas embêté, on aurait pris l'unité naturelle de température et la constante de Boltzmann KB vaudrait 1. D'accord ? Le problème, c'est que donc on a introduit des degrés avant de savoir ce que c'était, et du coup, il y a un facteur de conversion entre le vrai sens de la température thermodynamique et la température telle qu'on l'a introduite. Bon, alors, mis à part ce facteur de conversion, l'entropie, c'est rien d'autre que le logarithme de ce oméga qui est le nombre d'états microscopiques correspondant au même état macroscopique global. Donc le même état thermodynamique, en fait. Je ne suis pas sûr, enfin je ne pense pas en vérité que ceci soit au programme, mais je vous recommande de l'avoir en tête quand vous avez un doute sur ce que c'est que l'entropie. Enfin, il faut comprendre ça, que un système a plus d'entropie s'il y a plus de façons de le constituer à partir d'états microscopiques. Alors, le logarithme, pourquoi? Pour en faire, en fait, une grandeur additive. Parce que sinon, si vous prenez deux systèmes, le nombre de configurations d'un système est donné, le nombre de configurations possibles pour donner un certain état est ce qu'il est. L'autre système, le nombre de configurations possibles qui donnent le même état est ce qu'il est. Maintenant, si vous considérez le système constitué des deux sous-systèmes, le nombre de configurations possibles, pour chaque configuration possible d'un état, vous pouvez avoir toutes les autres. Pour la première, vous avez toutes les autres. Pour la deuxième, vous avez toutes les autres. Bref, le nombre de configurations microscopiques correspondant au même état global des deux systèmes, c'est juste le produit des deux. Et donc, le oméga pour les deux systèmes, c'est oméga 1 fois oméga 2. Mais si vous prenez le logarithme, ça va vous donner une fonction d'état qui est additive. S total, ça va être S1 plus S2. C'est juste pour ça qu'on prend le logarithme, pour faire un truc additif. Sinon, ce serait une grandeur multiplicative. Why not, hein, on pourrait travailler avec. Mais encore une fois, on a introduit avant la notion d'entropie, avant de savoir ce que c'était, et on en a fait une grandeur additive, ce qui a un certain nombre d'avantages numériques, enfin pour le calcul. Et donc, voilà, quand on a découvert ce qu'était réellement l'entropie, on s'est aperçu qu'en fait, c'était simplement ce logarithme-là, avec la constante KB devant, pour des raisons de conversion. Bien. C'est ça la définition de l'entropie. Ça, c'est la définition de l'entropie, oui, en thermodynamique statistique. Et en thermodynamique d'avant la thermodynamique statistique, en thermodynamique standard du 19e siècle, la définition de l'entropie, c'est une fonction d'état qui varie, telle que pour une transformation réversible, la variation la quantité de chaleur apportée à un système est égale à T fois ds. Donc c'est une définition qui est très désagréable. C'est aussi pour ça que, en général, on n'aime pas la thermo. Enfin, moi, je détestais la thermo avant de comprendre ce que c'était, quoi. Enfin, avant vraiment de faire la physique statistique. Parce que c'est quoi cette... Enfin, on introduit une fonction d'état qui a tel comportement, mais pourquoi? C'est quoi? Ça correspond à quoi? Il y a un truc nouveau comme ça dans l'univers? Non, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a que la mécanique de base, en tout cas, tant qu'on ne fait pas de la physique quantique. Il n'y a que la loi de Newton, il n'y a jamais rien d'autre. Simplement, effectivement, on peut montrer... Donc, si on définit l'entropie comme étant juste, au logarithme près, le nombre de configurations microscopiques qui donnent le même état macroscopique, eh bien, on voit que cette fonction vérifie tout ça, enfin tout le reste, toute la manière dont on utilise l'entropie en thermodynamique standard découle en fait très simplement, à chaque fois en quelques lignes, de sa définition qui dit vraiment ce que c'est en vérité à l'échelle fondamentale
L'entropie, en fait, c'est ça. Je voulais au moins vous le dire, que vous sachiez que ce n'est pas une fonction par hasard, on constate que le monde fonctionne comme ça. On comprend bien pourquoi ça a été introduit comme ça. Les gens qui ont travaillé sur la thermodynamique ont découvert que tout se passait comme s'il y avait une fonction d'état qui vérifiait ces propriétés-là, et du coup ça a d'autres conséquences, etc. Les conséquences, enfin, c'est tout le second principe, hein, que on ne peut jamais produire, on ne peut pas produire du travail à partir d'une seule source de chaleur. Il faut toujours échanger entre de la chaleur entre deux sources. On reverra ça, tous les cycles de Carnot, etc. Les gens ont constaté qu'il y avait une variable d'état qui se comportait comme elle se comporte, sans savoir ce que c'était. C'est assez remarquable d'ailleurs qu'on ait découvert ça. Et ce n'est pas une notion du tout intuitive. Vous remarquerez qu'il y a très très peu de mots en physique qui n'ont pas un équivalent dans le langage commun. Énergie, force, travail, c'est des notions physiques qu'on a très bien précisées maintenant, mais ces mots existaient depuis que le langage existe. D'accord ? Les hommes préhistoriques savaient ce que c'était qu'une force. On pouvait parler d'énergie. Enfin, ces mots-là existent dans toutes les langues depuis toujours. L'entropie, c'est un mot qui n'existait dans aucune langue. Tout simplement parce que ce n'est pas une notion qui fait partie de notre quotidien, en fait. C'est très rare, des notions qui n'ont pas d'équivalent dans notre langage. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se manifeste spontanément. Il a fallu inventer un mot. Le mot entropie était sorti du chapeau pour correspondre à une notion qui émergeait un petit peu. On s'est rendu compte qu'il y avait un truc. Et ce n'est donc que bien plus tard qu'on a compris vraiment ce que c'était. Bref. Alors, revenons maintenant sur... Donc on a vu le principe zéro, on a dit ce que c'était qu'un état d'équilibre, des variables d'état, etc. Premier principe. Alors, premier principe de la thermodynamique, il n'y a rien de plus simple que ça, mais alors vraiment, le premier principe de la thermodynamique, c'est simplement le principe de conservation de l'énergie. Le premier principe, c'est l'énergie se conserve. Alors, enfin, c'est ça qu'il y a derrière ce principe, et il n'y a absolument rien d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire que l'énergie se conserve? Ça veut dire que si vous avez un système isolé, eh bien son énergie est constante. C'est pas une grande découverte. Et si le système n'est pas isolé, eh bien sa variation d'énergie est égale à l'énergie qu'il a reçue. Donc, bon, on a vu ça abondamment en énergie. S'il est isolé, son énergie ne varie pas. S'il n'est pas isolé, son énergie peut varier, mais pas n'importe quoi. Si son énergie augmente de 2 joules, c'est parce qu'il a reçu 2 joules. Si son énergie diminue de 3 joules, c'est parce qu'il a reçu moins 3 joules, c'est-à-dire qu'il a donné 3 joules. Donc l'énergie se conserve. Si l'énergie d'un système varie, c'est parce qu'il en a reçu ou perdu, et sa variation d'énergie est très exactement égale à ce qu'il a reçu ou perdu. Enfin, la somme de ce qu'il a reçu et perdu. Alors simplement, il y a plusieurs façons pour un système d'échanger de l'énergie avec son environnement. Donc il y a essentiellement, en fait, 3, mais on va commencer par 2. Il y a 2 types d'échange d'énergie avec l'environnement. Ça peut être fait, comme on l'a déjà vu 1000 fois en mécanique, par l'action d'une force. D'accord? Donc une force, je vais préciser ici, à l'échelle macroscopique, c'est une force qui agit sur le système, globalement une force qu'on peut voir, une force qui agit sur le système. Par exemple, une force de pression. Si vous avez du gaz dans un piston et que vous enfoncez le piston, vous produisez une force qui travaille, une force exercée sur un certain déplacement,
produit un travail, et ça, c'est de l'énergie. On l'a vu en mécanique. Par conséquent, le système reçoit de l'énergie. Ça peut être l'inverse, ça peut être le piston, ou s'il y a une grande pression dans le piston, eh bien, c'est lui qui va pousser le piston, enfin, le gaz peut pousser le piston, et donc fournir un travail, c'est-à-dire exercer une force associée à un déplacement, et il y a donc un travail associé, et ça, c'est de l'énergie. Donc, parmi les types d'échange d'énergie, il y a évidemment l'action d'une force, et ça, donc, c'est ce qu'on appelle le travail. Donc, je note, ça peut être des forces de pression, ça peut être des forces de gravitation. Un système peut recevoir du travail qui tombe, par exemple, enfin, recevoir, pardon, de l'énergie parce qu'il tombe. Alors après, on n'est pas obligé de considérer l'énergie potentielle. Enfin, il y a une distinction après avec l'énergie globale du corps et l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie interne, on y vient tout de suite, qui est simplement indépendant de sa situation par rapport à des champs externes. Ces forces peuvent être aussi des forces électriques. Bref, etc., etc. Bref, action d'une force, donc ça c'est un travail, on connaît ça très bien. Je vous rappelle la définition du travail, delta F égale F scalaire dF. Où dR est le déplacement du point d'application de la force. Bien. Et puis il y a une autre façon d'échanger de l'énergie pour un système thermodynamique, c'est l'échange d'énergie, je dirais, par interaction directe des molécules constituant des constituants du système. Voilà, des molécules. Constituant le système avec celle du milieu environnemental. Alors, cette action, enfin, cette interaction a lieu donc cette fois à l'échelle microscopique. Quand vous mettez un corps chaud en contact d'un corps froid, en réalité, ce qui se passe, il y a effectivement un flux d'énergie du corps chaud vers le corps froid. Et ça se produit comment? Simplement, comme vous l'avez rappelé, la température, alors j'ai dit un corps chaud, j'entends par là un corps de température plus élevée. On sera obligé d'employer des mots qui ne sont pas tout à fait corrects physiquement, parce que c'est comme ça qu'on dit. Un corps chaud par rapport à un corps froid, c'est un corps qui a une température plus haute. Donc l'agitation thermique, l'énergie associée à cette température du corps chaud, qui se trouve manifestée dans l'agitation des molécules, va effectivement se transférer à l'autre corps parce que les molécules, en s'agitant, vont cogner sur les molécules du corps d'à côté et donc elles vont gagner plus d'énergie et puis petit à petit, ça va s'équilibrer si on est à l'équilibre, mais vous avez effectivement comme ça un transfert d'énergie par interaction directe des molécules constituant le système avec les molécules de l'environnement ou d'un autre corps. Donc ça, c'est une énergie, si on veut, qui est désordonnée. Même si c'est pas une définition très précise, mais je pense que ça fixe un peu les idées. Alors, la confusion donc entre chaleur, température, etc. Alors pardon, ça c'est le travail, ça s'appelle la chaleur. Cette énergie transférée s'appelle chaleur. Donc, la chaleur, c'est une énergie échangée. Et c'est une énergie échangée sous cette forme-là, c'est-à-dire pas sous la forme d'un travail. Donc on distingue chaleur et travail. C'est un peu arbitraire, mais macroscopiquement, ça a un sens très précis. Quand on a fait l'expérience de lancer un corps sur une table comme ça et de voir qu'il s'arrête, on a dit, tiens, c'est bizarre, on a perdu de l'énergie. Parce qu'au début, j'ai une certaine énergie cinétique, et puis là, j'en ai plus. Et ça ne m'a pas fait gagner d'énergie potentielle, parce que le corps, maintenant, si je fais rien, il ne va pas revenir tout seul.
Donc il y a de l'énergie qui a été perdue. Elle a été perdue à l'échelle macroscopique. Bien sûr, l'énergie se conserve. Elle est passée où cette énergie? Eh bien en chaleur, principalement. D'accord? Et l'énergie dissipée au cours du mouvement se retrouve intégralement sous d'autres formes d'énergie, de telle sorte que l'énergie se conserve. Donc, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, la chaleur, c'est une énergie échangée. Alors, l'origine de la confusion avec température, c'est que effectivement, la température d'un corps a une incidence sur la quantité de chaleur qu'il est capable de transférer à son environnement. Si vous prenez deux corps, par exemple, voilà, je vais prendre, ça c'est une expérience très, très classique. Vous mettez par exemple un bloc de cuivre là, dans de l'eau, à une certaine température, T0. Et vous posez un bloc de cuivre qui a une température T1, vous le mettez dans l'eau, et évidemment, si vous attendez assez longtemps, il va y avoir un équilibre thermodynamique qui s'établit, et à l'équilibre thermodynamique, les deux corps ont la même température. Par définition de la température, qui est une caractéristique de l'état thermodynamique d'un système. Lors de cette égalisation des températures, en fait, il va y avoir un flux d'énergie, un flux de chaleur, une certaine quantité d'énergie échangée passant du cube de cuivre que vous avez chauffé. Alors, ça va dans ce sens-là, donc si T1 est plus grand que T0. De l'énergie va passer dans l'eau, qui va du coup avoir une température plus grande, et lui avoir une température plus petite, jusqu'à ce que ça s'équilibre. La quantité d'énergie qui va passer du bloc de cuivre à l'eau dépend de la différence de température. Plus le bloc de cuivre sera chaud, plus il sera capable de transférer de l'énergie. Donc effectivement, il y a un lien entre la température et la chaleur. Mais ça n'a rien à voir au sens où la température est une caractéristique du système. La chaleur n'est pas une caractéristique du système. Si je vous demande combien il y a de chaleur dans le bloc de cuivre, ça veut strictement rien dire. La chaleur, c'est toujours de l'énergie échangée entre deux corps. Entre deux corps. Un corps n'a pas une chaleur. Il a une température, ça le caractérise, mais la chaleur, c'est de l'énergie échangée entre deux corps, ou entre deux systèmes. Donc, je ne vais pas l'écrire, mais quelle est la chaleur de ce corps? Ça ne veut rien dire. Exactement comme si je vous dis quel est le travail de cette table? Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Cette table, elle n'a pas un travail. Par contre, quel est le travail de ce corps? Il n'y en a pas. Mais par contre, si je lâche ce corps, alors là, il y a une force qui fournit un travail. Et je peux calculer ce travail. Ça va être l'énergie échangée entre le système, au sein du système Terre plus corps. Ce travail, ça va être l'énergie qu'aura gagné le stylo. Donc, de la même façon qu'on ne peut pas dire tel corps a cette quantité de travail-là, ça ne veut vraiment rien dire, ça vous le sentez. De la même façon, ça ne veut rien dire un corps a une certaine chaleur. D'accord? Bon, on y reviendra sans doute au fil des exercices. Je reviens d'ailleurs sur cette question de différentiel total. Ne confondez jamais la différentielle d'une énergie, la différentielle d'une fonction, pardon, voilà, j'anticipe, la différentielle d'une fonction. Donc ça, c'est sa variation infinitésimale typiquement associée à une variation de ce dont elle est fonction. Associée à une variation infinitésimale
de ces paramètres. Ne confondez jamais une différentielle d'une fonction avec ce qu'on note delta A pour A une grandeur quelconque, ceci étant une variation élémentaire de la... Enfin, je vais plutôt dire ça. Ça, c'est une quantité élémentaire de la grandeur A. Vous avez sans doute remarqué, et j'espère que vous avez toujours fait pareil dans les exercices que vous faites chez vous, tous les soirs, toutes les nuits et tous les week-ends, vous avez sans doute remarqué que j'ai toujours pris soin d'écrire des choses de ce type-là. J'ai jamais mis un D droit ici. Jamais. Et je ne le mettrai jamais. Si je le fais, arrêtez-moi tout de suite, hurlez. D'accord ? Parce que le travail n'est pas une fonction d'un système. Je peux écrire DE, l'énergie. Ça oui, vous avez l'énergie à un certain moment, l'énergie à un autre moment, DE c'est la différence entre les deux. Mais ça, c'est pas la différence entre le travail à un certain moment pour le système et le travail à un autre moment. Dans un état donné, il n'y a pas de travail défini. Le travail, c'est l'énergie mise en jeu lors de l'action d'une force F sur un déplacement dr. dr, ça c'est une vraie différentielle, c'est-à-dire c'est la différence entre r à l'instant t plus dt et r à l'instant t. C'est une vraie variation de r. Mais ça, c'est pas une variation de travail. Il n'y avait pas un certain travail, puis maintenant il y en a un autre et je regarde la variation. Ça ne veut rien dire. Il y a eu un travail qui a été fourni. Alors, comme c'est un travail sur un déplacement élémentaire, infinitésimal, alors cette quantité-là est une quantité très petite, et donc je la note delta. C'est le travail élémentaire associé au déplacement infinitésimal dr. Ça, c'est une quantité de travail élémentaire. C'est pas la variation d'une fonction qui s'appellerait travail. Okay, bien. Pareil donc pour la chaleur. Delta Q, ce sera, comme je l'ai écrit d'ailleurs tout à l'heure, delta Q, j'avais écrit TdS, hein, pour une transformation réversible. Hein. Ça, c'est la quantité de chaleur qui a été transférée. Et si c'est une petite transformation, c'est une petite quantité de chaleur. Mais ce n'est pas la variation de la chaleur entre avant et après. Il n'y a pas de chaleur associée à un système. Bon. Peut-être trop dit, mais je sens qu'il y aura des erreurs là-dessus, donc on y reviendra. Mais au moins, entendez-le, et vous ne trompez pas, ça n'a rien à voir une différentielle, c'est-à-dire une variation de quelque chose et une petite quantité de quelque chose. Bien. Alors le premier principe, donc, il nous dit qu'il existe une fonction d'état. Je peux passer ça. Il existe une fonction d'état. Donc là, pour le coup, c'est une fonction d'état, c'est une fonction des variables d'état. Un système dans un état donné a une certaine valeur de cette fonction. Cette fonction d'état, on la note U, et on l'appelle énergie interne. Et c'est quoi? Eh bien, c'est l'énergie interne. C'est l'énergie qu'il y a dans le système du simple fait de sa constitution à lui, donc indépendamment de sa position par rapport à d'autres champs de force. Par exemple, ce système, voilà, le stylo, a une énergie interne qui est ce qu'elle est, qui dépend de sa température, en l'occurrence, qui dépend de tout un tas de choses, qui est liée à sa constitution propre, qui est liée à lui. Et en plus, bien sûr, le stylo, si je le considère dans le champ de pesanteur terrestre,
il a une énergie potentielle, mgz, si je prends z au-dessus de la position de référence. Mais ce n'est pas son énergie interne, c'est son énergie associée, enfin liée au fait qu'il est situé dans un champ de force externe. Donc l'énergie interne, c'est vraiment comme son nom l'indique, c'est l'énergie, au sens mécanique de l'énergie, la capacité à fournir un travail, mais c'est l'énergie interne, liée simplement à la constitution du système. Donc, il existe une fonction d'état énergie interne, ce n'est pas une découverte, on sait que l'énergie existe, donc voilà, c'est l'énergie du système en fait, et donc, lors d'une variation, d'un changement d'état thermodynamique, lors d'une transformation qu'est-ce que c'est qu'une transformation thermodynamique? C'est un changement d'état thermodynamique. Ça veut dire que lorsqu'un système, le gaz dans cette pièce subit des transformations en permanence. Les molécules n'arrêtent pas de se déplacer. C'est jamais le même état. C'est jamais le même état microscopique, mais c'est le même état macroscopique. Donc, un changement d'état thermodynamique, c'est quand on change l'état thermodynamique du système. Tant que les variables d'état restent constantes, l'état reste le même. Par définition, les variables d'état caractérisent l'état. Si les variables d'état ne changent pas, le système reste le même. Donc, par contre, dans une transformation thermodynamique qui va faire changer l'état du système, alors, la variation de son énergie interne est égale, c'est simple, l'énergie se conserve, donc si son énergie a changé, c'est que il a échangé de l'énergie avec l'extérieur, et il peut le faire de deux façons différentes, recevoir ou donner du travail, ou bien recevoir ou donner de l'énergie sous cette autre forme, qui est une forme donc plus microscopique, une forme désordonnée, qui est précisément la chaleur. Alors, je devrais mettre ici, pour être vraiment clair, après je ne le remettrai pas à chaque fois, ça c'est l'énergie reçue. Donc l'énergie reçue sous une forme ou sous une autre, c'est exactement pareil. Il y a un lien direct entre l'énergie... Enfin, c'est la même nature, en fait. C'est une énergie sous des formes différentes, mais si vous donnez de l'énergie à un système, sous quelque forme que ce soit, son énergie va augmenter. Si vous lui en prenez, elle va décroître exactement de ce que vous lui avez donné ou ce que vous lui avez fait. Donc voilà l'expression de ce premier principe. Évidemment, ça c'est pour une transformation infinitésimale du système. Globalement, sur une transformation finie, vous aurez ceci. Donc voilà le premier principe. Si l'énergie varie, c'est parce qu'on a donné de l'énergie au système ou qu'on lui en a pris, et sa variation est égale à ce qu'on lui a donné algébriquement. On peut lui donner une énergie négative si c'est lui qui la cède. Et donc, attention, ici, c'est pas delta W, grand delta, là c'est grand delta U, ça c'est quoi? C'est U2 moins U1. U dans l'état, enfin, ou U final moins U initial. Et ça, c'est pas W final moins W initial. Il n'y a pas de W associé à un état ni final ni initial. C'est la quantité de travail qui a été échangée. Par contre, ça, comme U est une fonction d'état, c'est bien une variation. Il y a un certain U à la fin, il y a un certain U au début, et donc il y a une variation de cette fonction d'état, et par conséquent, ce DU là, ça c'est un D infinitésimal, c'est une différentielle. C'est la variation de la fonction U. Si on quelle heure est-il 22... 17h. Ah, quand même. Ok. Calculons le travail des forces de pression de façon très générale. On considère un gaz. Je vais le mettre dans un piston, ça va être très simple. Du gaz à une certaine pression. On va commencer par
Donc supposons que j'applique ici une force F. Alors je vais prendre ici un axe X, d'accord? Et j'applique une force F. J'applique une force. Okay. Quelle est l'énergie? Quelle énergie je vais donner au gaz là? Bien, je fournis un travail, effectivement, mon travail élémentaire sur un déplacement dx de ce piston là, c'est simplement F scalaire dx, ok, enfin scalaire dx ux, d'accord, et donc c'est F dx. Ou F, alors F c'est la valeur algébrique. Non, ouais. Donc F est négatif ici. Non. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que dx aussi est négatif. Donc ça, pour ce dessin-là, ce F-là, il est négatif. Ok, bon, c'est pas faux. En fait, c'est pas ça que je voulais écrire. Très bien. Maintenant, je vais considérer... Ok, why not? Je vais considérer le travail des forces de pression. C'est ça que je voulais faire, puis après je suis parti ailleurs. Une fois que je suis fait entraîner par mon dessin du piston. Je prends la pression ici du gaz. Quelle est la force associée à la pression? C'est quoi la définition de la pression? La pression, c'est la dérivée de la force, c'est la force par unité de surface. Alors attention, il y a une direction dans cette force. Plus exactement, je vais l'écrire comme ceci. La force exercée par un gaz ou un fluide, ça peut être un liquide, sur un élément de surface ds, c'est comme ceci. L'élément de surface avec une flèche, là, le vecteur surface, c'est le vecteur qui a pour dimension, enfin pour norme la valeur de la surface et pour direction la normale à la surface. Si vous avez, je représente une surface un peu comme ça, là. En ce point-là, par exemple, vous prenez un petit élément de surface ds, eh bien, le vecteur ds, c'est celui-ci. Donc il a pour norme la valeur de la surface. Et alors, bon, je ne sais pas si... Alors ça peut être l'autre, donc effectivement, il y a un choix. Donc, ça... Quand on écrit ça, c'est le ds sortant, c'est-à-dire qui va vers l'extérieur. Alors il n'y a pas d'ambiguïté, hein, la pression c'est bien qu'elle pousse par là, mais effectivement, si vous avez, si je mets quelque chose là comme ça dans l'air, la pression de l'air ici va pousser par là, et la pression de l'air ici va pousser par là. Comme c'est la même pression, la somme des forces s'annule, et donc ce truc reste à l'équilibre. Mais donc effectivement, la pression est toujours... Donc, la force de pression, c'est la pression fois la surface considérée dans la direction normale à la surface du côté sortant par rapport au gaz ou au liquide. D'accord? Donc ça, retenez ça, c'est la définition de la pression. On va le calculer tout à l'heure pour un gaz parfait. On va calculer la pression, c'est l'exercice 2, je crois, que je vous ai donné. Calculer la pression d'un gaz, c'est-à-dire la force moyenne exercée par les molécules du gaz sur une paroi. Bien, alors, si j'ai cette pression ici, j'ai par conséquent une force, F, ici. Alors, je vais la mettre, comme je suis à une dimension, donc, non, je peux la mettre entièrement comme ça. Donc, ça va être F fois S, si j'appelle grand S cette surface-là, P, S, PS UX, d'accord, hein, parce que la normale à cette surface est suivant UX, et elle est sortante, elle est du côté vers où pousse la pression. Il n'y a pas de difficulté là. Voilà la force. Par conséquent, le travail fourni par la pression, par la force de pression interne du gaz. La pression du côté du gaz. Ce travail-là, c'est quoi? Eh bien, c'est F scalaire le déplacement, et le déplacement, c'est dx ux. Oubliez ça, enfin, c'était vrai, mais c'est ça que je voulais faire. F scalaire dx ux,
Donc ça fait P, S, dx. Et S dx, ou une variation CdV, ou une variation dx ici, S fois dx, c'est tout ce volume-là. Donc c'est exactement PdV. Ça, c'est le travail fourni par les forces de pression. Donc c'est le travail que le gaz ou le liquide a donné à l'extérieur. Par conséquent, le travail qu'il a reçu, c'est l'opposé de ça. Et c'est moins PdV. Maintenant, vous réalisez bien sûr que ce calcul que j'ai fait ne faisait en fait aucune hypothèse sur la forme du corps. Enfin, je l'ai mis à une dimension ici, mais si on a un déplacement dans toutes les directions, ça va être vrai en projection sur chaque axe, cette chose-là. Donc il n'y a absolument aucune difficulté à généraliser ce calcul-là en ce résultat général qui dit que le travail reçu par le gaz... alors, on dit en général que c'est dans une transformation quasi-statique, c'est-à-dire que quasi-statique, ça veut dire quoi? Bon, ça c'est un concept assez classique dans les transformations en thermodynamique, c'est qu'on s'arrange pour passer par des suites d'états d'équilibre. En l'occurrence, ça veut simplement dire, la transformation quasi-statique ici, veut dire que la pression à l'intérieur et la pression à l'extérieur sont équilibrées à chaque instant. C'est-à-dire qu'on passe que par des états d'équilibre. Ça veut dire que la pression dehors et dedans c'est la même, c'est-à-dire que ce P-là, c'est bien le P extérieur. Pardon, je mélange deux choses là. Non, ça peut être n'importe quel P. Oui, parce que... Après, non, pardon. Oui. Reprenez que la première moitié de ma phrase. On est dans un état quasi-statique, c'est-à-dire que la pression est bien définie à l'intérieur, mais elle peut être plus grande que la pression à l'extérieur. C'est pour ça que ça s'expand d'ailleurs. Ou l'inverse d'ailleurs. Donc pardon, ça n'a rien à voir qu'on soit dans un état d'équilibre ou pas. Il faut que le gaz, lui, soit dans un état d'équilibre à chaque instant. Parce qu'effectivement, si vous mettez un grand coup de piston, par exemple, il va y avoir une surpression là, puis là, on ne le saura pas encore, enfin, la pression va se propager à la vitesse du son. Bref, on n'est pas dans un état d'équilibre global du corps. Mais donc, ça n'a rien à voir, pardon, ce que j'ai dit, la fin de ma phrase était idiote. Il n'est pas nécessaire que la pression soit la même des deux côtés. Simplement, il faut que la pression soit bien définie. C'est-à-dire que, comme c'est une variable d'état qui caractérise l'état du système, il faut que cette variable soit définie. Donc c'est juste ça. Bon, pardon, oubliez ce que j'ai dit. Ça, c'est vrai, donc tout le temps, dès lors que, effectivement, la pression est bien définie dans le système. Voilà le travail des forces de pression. Et s'il y a l'équilibre au niveau du piston, s'il y a l'équilibre, et là la pression négative. S'il y a l'équilibre, eh bien, si on n'exerce pas une autre force, ça ne va pas bouger. Mais on peut tirer dessus, néanmoins. Il peut y avoir la même pression ici et on tire. À ce moment-là, on fournit, on va retirer du travail, on va fournir un travail négatif au système. D'accord? Si j'ai un piston comme ceci, à l'équilibre, et que je tire dessus, le travail va être, le travail reçu par le système va être moins PdV. C'est-à-dire que le système va perdre de l'énergie. Pourquoi? Parce que sa pression, qui pousse par là, sa pression va travailler positivement. Si sa pression travaille positivement, ça veut dire qu'il fournit du travail. Il contribue en fait au mouvement. Donc s'il fournit du travail, travail c'est de l'énergie, ça veut dire qu'il en perd. Donc il perd de l'énergie, donc sa variation du va être négative, moins PdV, ça va être négatif. D'accord? Si son volume augmente, il perd de l'énergie. En tout cas, du fait du travail. Après, il peut aussi recevoir de la chaleur pendant ce temps-là, et donc finalement, au global, gagner de l'énergie. Mais du point de vue du travail, si son volume augmente, il va perdre de l'énergie. Combien? Eh bien, de moins PdV intégré sur le mouvement.
Bon. Donc on a parlé du travail. Que peut-on dire de la chaleur maintenant? Quelle est la quantité de chaleur échangée lors d'une transformation thermodynamique? Je peux effacer ça, hein. De toute façon vous connaissez bien. Hein. Enfin bon, je vais le renoter là-haut. du delta Q. Donc ça, dans le cas simplement des forces de pression, c'est moins PDV, mais il peut y avoir d'autres forces là-dessus. Hein. D'accord ? Par exemple, quand je le disais ici, si je pousse, là, je donne du travail, je donne de l'énergie au corps. Mais il peut y avoir du travail sous plein d'autres formes, peu importe. Maintenant, que dire de dQ? Eh bien, comme je disais, il y a un lien entre chaleur et température. Si vous donnez de la chaleur à un corps, sa température va augmenter. Et la relation entre la chaleur donnée et la variation de température, alors dépend de ce qui se passe. De manière globale, dQ égale CdT, où C est ce qu'on appelle la capacité calorifique. Pour l'instant, je mets des guillemets là, parce qu'on va voir qu'il va falloir préciser des choses. Capacité calorifique. C'est la définition. Et ça dépend du corps. Si vous donnez une certaine quantité de chaleur à de l'eau ou à du cuivre, ça ne produira pas la même variation de température. Ça dépend du corps. Mais il y a une subtilité supplémentaire, c'est que prenons juste un gaz. Caractérisé par sa pression, son volume, sa température. Si vous lui donnez de l'énergie sous forme calorifique, vous lui donnez de la chaleur. Si P et V sont constants, ceci n'est pas possible. Parce que si P et V sont constants, du fait de l'équation d'état, T doit être constant, et donc vous restez dans le même état, et pourtant vous allez donner de l'énergie. Ça, c'est pas possible, parce que ça veut dire que vous avez rajouté de l'énergie, donc vous avez augmenté l'énergie interne du système. Il a fallu donc changer ces variables d'état. Sinon, c'est le même système. C'est le même système, il a la même énergie. L'énergie est une fonction d'état. Donc ça, c'est impossible. Enfin, je ne sais pas comment l'écrire. Bref, si je donne de l'énergie à un système, sous forme calorifique, a priori, tout va varier. Mais si vous fixez P ou si vous fixez V, ça ne va pas faire changer T de la même façon. Je ne sais pas si je suis super clair. Ce que je veux dire par là, c'est que la relation entre l'élévation de température et la chaleur fournie dépend de ce qui se passe sur le volume et la pression. Parce que par exemple, j'ai un gaz comme ça, je lui donne de la chaleur, et puis après, je le comprime. Je réduis son volume. Alors ça va faire changer la température. Donc le résultat, l'élévation de température, n'est pas entièrement déterminé par le fait que je lui ai donné une certaine quantité de chaleur. Ça dépend si par ailleurs je l'ai étendu ou comprimé. Donc, pour déterminer la variation de température associée à un flux de chaleur, il faut que je précise ce qui se passe par ailleurs dans le système. Alors, par définition, la capacité calorifique à volume constant, qu'on note CV, c'est le coefficient qui relie la variation de température à
enfin, ou la quantité de chaleur et la variation de température, lorsque par ailleurs le volume est constant. Et c'est pas la même chose que la variation de température associée à une certaine quantité de chaleur, si par ailleurs la pression est constante. Ok? Bon, je suppose que vous connaissez ça. Alors ça c'est une caractéristique des corps. On va le calculer pour le gaz parfait. Je pense que vous le connaissez déjà, mais on va le recalculer parce que c'est trivial. Mais, qu'est-ce que je vais dire? Oui, non, bon, c'est tout. On définit aussi, comme vous savez, les capacités calorifiques ou capacités thermiques ou chaleur spécifique, tous ces mots sont synonymes, par unité de masse, et on appelle ça à ce moment-là la capacité, la chaleur massique. La chaleur massique, c'est donc par unité de masse, c'est-à-dire, on la note petit c, alors oui, on ne voit pas la différence entre mes petits c et mes grands c. Je vais faire un petit c comme ça. CV, tel que, donc, delta Q, ce sera M CV dt à volume constant. Et on définit aussi la chaleur molaire, si c'est par unité de mol au lieu de par unité de masse. Bon, ouais. Si vous avez la chaleur molaire et que vous avez 3 mols, ben, la variation, ça va être 3 fois plus que pour une mol. Enfin, bon. Pareil, si vous avez la chaleur massique, donc par kilo, et bien, si vous avez 3 grammes, ce sera 3 10 moins 3 fois la variation. Bon, enfin, c'est complètement standard, je pense que vous avez l'habitude de ça. Je ne m'appesantis pas. Alors, de manière totalement générale, est-ce que vous voyez ça ou pas en chimie aussi? D'ailleurs, ces coefficients, ça m'a toujours pris la tête, ces trucs-là. Donc, le delta Q, de manière générale, ça va être CVDT plus LDP, c'est ça? J'ai dû le noter parce que... Non, LDV, pardon. Ou bien delta Q égale CPDT plus HDP, ou delta Q égale lambda dP plus mu dV. Vous connaissez ces trucs-là? Non? C'est des coefficients, c'est de combien varie, enfin, c'est ce qui relie la variation de chaleur quand vous avez une variation de V. Et c'est tout. Donc en fait, on a vu qu'il n'y avait que 2 variables indépendantes, en tout cas pour un système où c'est le cas. Enfin, on a vu le corps pur à une phase, etc. Donc soit les 2 variables c'est T et V, et alors on a ça, soit les 2 variables c'est T et P et on a ça, soit les 2 variables c'est P et V et on a ça. On choisit ce qu'on veut, hein, ça dépend, on peut prendre ce qu'on veut pour les 2. Il n'y a pas 3 variables indépendantes, c'est ça le point, c'est qu'elles sont liées par la fonction d'état. Donc il y a des relations entre ces coefficients hein, qui peuvent se démontrer. Enfin, il y a tout un truc un peu fastidieux à faire là-dedans. Je doute que vous tombiez sur des problèmes où vous ayez besoin de savoir faire des choses techniques avec ça. Je le note en passant. Mais enfin, on retrouve bien sûr hein, qu'un volume constant, c'est-à-dire si dV égale 0, eh bien, on a bien dQ égale CVDT. À pression constante, c'est-à-dire si dP égale 0, on a bien delta Q égale CPDT. Si vous retenez ça, franchement, et c'est trivial à retenir, je pense que c'est bien. Et du coup, lorsque le volume n'est pas constant pour la première relation. Oui, alors à ce moment-là, si on fait changer à la fois la température et le volume, eh bien, on aura une variation qui vaudra ça. Alors pour le gaz parfait, on peut calculer CV, on peut calculer L, on peut calculer toutes ces choses-là. Hein, mais... Après, en général, dans les énoncés, ils fixent en général un paramètre. Oui. Si vous avez besoin de ces choses-là, je pense qu'on vous les donnera. Alors, soit on vous fera calculer ces grandeurs-là pour un système particulier sur lequel on vous fera faire des calculs, soit on vous les donnera pour faire des calculs, pour voir... Je crois qu'en général, c'est déjà souvent sous forme d'intégrale. Enfin, dans ces cas-là, les capacités, ils les donnent déjà en fonction de... Ouais, bon, peut-être.
Vous verrez. Bon, on fera quelques exemples avec des capacités calorifiques. Ok. Donc, on va maintenant... Donc, je m'arrête là pour ça. On va voir le gaz parfait. Et donc, on va faire les exercices. On va faire les 2 premiers exos, j'espère, si on a le temps. Ce qui va me permettre de commenter la distribution de Maxwell-Boltzmann, qui est une pure merveille. Donc je m'arrête, hein, je ne fais pas du tout le second principe aujourd'hui, on va vraiment séparer les choses, parce que d'abord ça ferait trop, et puis je pense qu'il faut quand même faire des exercices là, sur le premier principe. J'insiste, le premier principe, ce n'est rien d'autre que la conservation d'énergie. Le seul truc, c'est qu'un système peut échanger de l'énergie sous forme de travail, c'est-à-dire ordonnée macroscopique par l'action d'une force, ou alors sous forme de chaleur microscopique désordonnée. Et si on pense à l'agitation des molécules, on a à peu près tout ce qu'il faut en tête. Qu'est-ce que c'est qu'un gaz parfait? Le modèle du gaz parfait, c'est un gaz infiniment dilué, au sens où les particules n'interagissent pas entre elles, n'interagissent jamais entre elles, sauf quand elles se rencontrent ponctuellement, et ça c'est très très rare. C'est ça l'idéalisation du gaz parfait. C'est grosso modo, chaque particule est complètement libre de son mouvement dans l'espace, et de temps en temps, elles peuvent soit rencontrer les parois, auquel cas elles rebondissent sur les parois, parce que c'est ça que fait une paroi, c'est que ça empêche de traverser, sinon c'est pas une paroi. Enfin, il peut y avoir des parois semi-perméables, mais bon, on va prendre une enceinte vraiment fermée, donc les particules ne sortent pas. Donc quand une particule arrive sur la paroi, eh bien, elle rebondit. Et sinon, de temps en temps, les particules interagissent entre elles, et ça permet de distribuer l'énergie entre toutes les particules. C'est-à-dire, si vous avez une particule rapide qui vient taper une particule peu rapide, eh bien, elle va lui donner de l'énergie, la peu rapide va gagner de l'énergie, et la rapide va en perdre un peu. Donc il va y avoir un équilibre comme ça. Alors une particule peut aussi, de temps en temps, recevoir 3-4 fois de suite une collision avec des particules plus rapides, et va gagner beaucoup d'énergie. Bref, il va s'établir une distribution de vitesse dont on peut montrer, donc ça c'est un calcul de Boltzmann, c'est aussi la distribution de Maxwell. Enfin, il y a différentes approches pour cette distribution. On peut montrer donc que dans un gaz, comme par exemple ici, la distribution des vitesses à l'équilibre, c'est-à-dire à l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire une fois qu'on a atteint un système où tout ce qui se passe ne change plus rien à l'état global du système dans ses capacités à avoir des échanges avec l'extérieur, cette distribution des vitesses à l'échelle macroscopique, à l'échelle microscopique pour un état macroscopique, s'exprime comme ceci. La probabilité d'avoir une certaine vitesse est proportionnelle à ce qu'on appelle ici le facteur de Boltzmann. J'y reviens après. Alors, fois fois 4 pi V2, ça c'est l'élément de volume. Alors je vais faire comme ça. La probabilité qu'une particule donnée ait une vitesse de norme comprise entre V et V plus dV est 2 points P de V égale ça. Je vais faire comme ça. 4 pi V de dV. Donc ça, c'est l'élément de volume dans l'espace des phases. C'est peut-être un peu compliqué ce que je dis là, je ne sais pas. Ça correspond au 4 pi R2dr, l'élément de volume sphérique. Là, c'est pour les vitesses. Peut-être je vais écrire la probabilité de chacune des composantes. En tout cas, c'est ça.
Et là, un facteur de normalisation, qui est, enfin, juste là, il y a une constante qui est telle que la somme des probabilités sur toutes les vitesses possibles, c'est-à-dire de 0 à l'infini, ça soit 1. Alors donc il suffit de calculer cette intégrale de 0 à l'infini, et on trouve un nombre, et on divise par ce nombre, et on a la distribution. Donc le nombre en question, ça fait m sur 2 pi kt, le tout puissance 3 nombres. Ça, c'est la distribution de Maxwell-Boltzmann. Oui, non, mais on vous la donnera, la distribution de Maxwell-Boltzmann. Ou on vous la fera calculer, ce qui est très beau. Mais je vais vous donner un truc. Pardon? C'est pas séparé en deux, c'est la formule. Oui, oui, c'est ça fois ça. En fait, ceci est vrai pour chacune des composantes. Voilà, je vais faire ça comme ça. Si je représente par exemple Vx, donc j'ai un gaz dans cette pièce par exemple, évidemment tout est isotrope, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une certaine vitesse par là, ou par là, ou par là, c'est strictement la même, bien évidemment. C'est pour ça qu'il y a ce terme-là, isotrope, mais je ne veux pas trop aller dans les mathématiques. Ceci est une gaussienne. Vous connaissez les gaussiennes quand même, hein? F de x égale e puissance moins x2 sur 2 sigma, fois une certaine constante de normalisation ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la gaussienne. Monsieur Gauss, génie total des mathématiques, n'est-ce pas? Cette gaussienne, vous l'avez vue partout dans les statistiques, quand vous faites des calculs d'erreurs dans les TP, tout ça, c'est toujours, vous supposez que les erreurs sont gaussiennes d'ailleurs. D'ailleurs, de façon générale, je pourrais même mettre ici moins x0, avec ici x0, c'est-à-dire le 0 pourrait être là. Ça, c'est la gaussienne de moyenne x0 et de variance, c'est-à-dire la moyenne des x moins x0 carré, sigma. Enfin, sigma, c'est... En fait, vous voyez que quand x vaut x0 plus sigma, vous avez fait chuter la fonction depuis son maximum jusqu'à 1 sur racine de 1. Peu importe. Vous connaissez ce principe. Vous avez une certaine largeur et une certaine moyenne. Eh bien, dans un gaz, la distribution des vitesses suivant une direction donnée est une gaussienne. C'est une gaussienne. De moyenne 0, évidemment, il y a autant de chances d'aller par là que par là. D'accord? À moins que globalement, le gaz se déplace. Mais si le gaz est au repos, ça ne veut pas dire que les particules sont au repos, mais globalement, le gaz est au repos. Il y a autant de chances d'aller à droite qu'à gauche, devant, derrière, en bas, en biais. Bon, dans toutes les directions, il y a la même probabilité. Par conséquent, la moyenne des vitesses suivant un axe donné, c'est 0. Eh bien ça, c'est une fonction donc c'est une gaussienne, hein. Oups, il manquait le carré là. C'est une gaussienne de moyenne 0, et vous voyez que son sigma, sa variance, c'est racine de 2kt sur m. Donc c'est lié à la température. En fait, la température, c'est ça. C'est un paramètre qui caractérise la distribution des vitesses dans un gaz. Dans le gaz parfait ici, là, voilà la distribution de... Alors ça, c'est vrai donc pour chaque... ça, c'est la probabilité d'avoir un certain Vx. Donc c'est une certaine constante fois Vx. La constante, c'est rien d'autre que ce qu'il faut pour que la somme des probabilités de x égale moins l'infini... Pardon. Ah, j'ai mis x, excusez-moi, Vx, bien sûr. Vx. La variable, c'est Vx. Hein.
excusez-moi. La constante, c'est la constante de normalisation telle que la somme des P de Vx, D de Vx, de Vx égale moins l'infini à Vx égale plus l'infini, quand vous intégrez sur toutes les vitesses possibles, ce soit 0. Ce soit 1. La probabilité totale, c'est 1. Excusez-moi. Alors, pourquoi c'est pas dur de retenir ça? C'est simplement parce que vous avez entendu parler du facteur de Boltzmann? Jamais? Vous n'avez jamais fait de thermodynamique statistique? Si, certains un peu? Pas tous? Vous n'avez pas le droit de dire non, j'en ai parlé l'an dernier. Quand vous avez un système à l'équilibre thermodynamique avec une certaine température, donc la température caractérise le système, et si ce système peut accéder à différents niveaux d'énergie, E1, E2, E3, En ou EI, à température nulle, le système est toujours dans son état minimal. Si vous avez 1000 particules, 10 puissance 23 particules dans un système à température nulle, a priori, à l'équilibre, les 10 puissance 23 particules vont se trouver dans l'état fondamental. Mais si ce système contient une certaine énergie, est caractérisé par une certaine température, donc équilibre thermodynamique, la question c'est comment vont se répartir les particules entre les différents niveaux d'énergie. Eh bien, ce qu'on montre, c'est le fameux facteur de Boltzmann, ce qu'on montre, c'est que la probabilité pour qu'une particule donnée soit dans l'état I est égale à l'exponentielle de moins l'énergie du niveau I sur kT. Alors, c'est une probabilité, donc il faut que la somme des probabilités fasse 1. Donc juste vous divisez par la somme sur tous les J de puissance moins EJ sur kT. Ça, c'est la loi de probabilité de Boltzmann. Et ça là, c'est ce qu'on appelle le facteur de Boltzmann. Ça, c'est juste une constante d'intégration, on s'en fout complètement. Enfin, on s'en fout. Il faut que la somme des probabilités fasse 1, mais c'est pas là qu'est la physique. Ça, c'est un nombre qui est le même pour tous les niveaux d'énergie. Enfin, pour chaque I, ce nombre-là est le même, c'est juste une constante de normalisation. Boltzmann. Autrement dit, la probabilité d'avoir une certaine énergie pour chaque particule, c'est E puissance moins cette énergie divisée par kT. Vous voyez là que si la température... vous voyez là que si l'énergie est beaucoup plus grande que cette énergie caractéristique, kT, si vous avez un état qui a une énergie beaucoup plus grande que l'énergie caractéristique, il y a très très peu de chances de trouver la particule dans cet état-là, parce que cette exponentielle va être très très faible. Une énergie 10 fois plus grande que kT aura une probabilité relative aux autres, E puissance moins 10, ce qui est complètement négligeable. Donc si vous avez une petite température, la distribution des du système, enfin des constituants du système entre les différents niveaux d'énergie va être fortement biaisée vers l'état fondamental. Il y en aura beaucoup là, puis un petit peu là, puis très peu là, puis après quasiment plus rien si la température est faible. Si vous augmentez la température, c'est-à-dire que cette énergie caractéristique kT, où K est la constante de Boltzmann, hein. Vous préférez peut-être que je mette KB, non, je sais pas. KB. Le K que j'ai mis partout, c'est KB. Hein. Si cette énergie caractéristique est grande, alors vous allez trouver
les constituants du système sur beaucoup de niveaux d'énergie, hein, puisque si E est petit devant KT, ça fait 1. D'accord ? Si E est petit devant KT, on a ici exponentielle de 0, et c'est 1 pour tout le monde. Donc, tous les niveaux qui ont une énergie plus petite que KT sont tous en gros peuplés au maximum. Pas au maximum, ils sont tous peuplés. Quand je dis au maximum, ça dépend de la constante de normalisation. Mais... Pourquoi on tient compte que de l'énergie cinétique? Alors, dans un gaz, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme énergie? Pas grand-chose. Sauf si les particules interagissent entre elles. Parce qu'après tout, il peut y avoir des forces entre elles. Force de Van der Waals, etc. Alors voilà, l'hypothèse, en fait, la définition l'hypothèse sous-jacente au gaz parfait, c'est que précisément, les particules n'interagissent pas entre elles, sauf ponctuellement quand elles se rencontrent pour pouvoir distribuer leur énergie, pour pouvoir établir la distribution d'équilibre. Donc effectivement, à ce moment-là, il n'y a que l'énergie cinétique qui entre en jeu. Donc vous voyez que cette distribution de Maxwell-Boltzmann, ce n'est rien d'autre que l'application spécifique au cas du gaz parfait, donc de la distribution des vitesses dans le gaz, de la loi générale de la thermodynamique qui donne la probabilité de trouver le système dans un certain état en fonction de son énergie comparée à la température. Bon, j'en ai peut-être dit un peu trop sur ça, mais bon, c'est bon pour votre culture. En tout cas, voici la distribution des vitesses dans le gaz. Donc, le point clé, c'est qu'il y a ici un paramètre, un seul, qui est la température, qui intervient toujours avec KB, parce que T, encore une fois, KB devrait valoir 1 si on avait défini la température directement en joules. On l'a défini en degrés Kelvin, et par conséquent, il y a toujours KB devant. C'est quoi KB? Donc c'est la constante de Boltzmann. Ça vaut combien? Je crois quelque chose comme ça. Et c'est quoi les unités? C'est des joules par Kelvin. Bêtement, on a défini la température en degrés. Degrés Celsius, degrés Kelvin, c'est pareil, hein, c'est la même quantité. C'est pas le même zéro, mais c'est 1 degré Kelvin. Une variation d'1 degré Kelvin, une variation d'1 degré Celsius, c'est pareil. Donc, on a défini la température en Kelvin pour des raisons historiques. Et en fait, on s'aperçoit que la température n'entre dans les équations physiques que en tant qu'énergie, et donc il faut multiplier par une constante qui est en joules par Kelvin. Si on avait directement mesuré la température en énergie, en joules, eh bien, KB vaudrait 1, il y aurait nulle part KB, bref, c'est historique. Donc, vous ne trouverez jamais une équation physique qui fait sens où T intervient sans KB devant. Enfin, au bout du compte, sur une mesure, vous ne mesurez pas T, vous mesurez des énergies. Bon, bref, j'en dis trop à chaque fois, mais... Vous rangez, là? Non. Non. Si. Vous pouvez pas me faire ça. Si. Ah si, vous pouvez. Bon, bah très bien. Après tout, c'est pas grave. C'est tout ce que je voulais faire aujourd'hui, plus des exos. Bon, on n'a pas fait les exos. On se voit demain ou pas? Non. Non. On n'a pas ça. Donc, on a...